Bonjour à toutes et à tous, merci à nos invités d'être avec nous ce midi. Je suis ravie de lancer cette troisième table ronde sur le sujet du rapport à la Terre et des îlots de chaleur. Parce que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, qui est pourtant primordial pour la transition environnementale des acteurs du bâtiment et de l'immobilier, qui est vraiment celui du renouvellement de notre rapport avec le système Terre, le reste du vivant et des écosystèmes. On parle beaucoup de climat, d'émissions de gaz à effet de serre. On parle moins, même si un petit peu plus, de biodiversité. Juste pour avoir un ordre de grandeur, il y a une étude qui date de 2018 qui montre qu'on parle 8 fois moins de biodiversité que de climat. Et je pense que l'enjeu pour les acteurs du bâtiment et l'enjeu de cette table ronde, c'est de montrer que finalement, il y a une vraie complémentarité, que ce sujet sont juste les deux faces d'une même pièce. Et l'enjeu et la responsabilité pour les acteurs du secteur, on le voit. On a parlé de l'empreinte carbone du secteur du bâtiment, mais on voit aussi avec l'artificialisation des sols que c'est l'une des deux raisons majeures à la fragmentation et à la destruction des milieux, le bâti. Donc voilà, pour en parler avec nous aujourd'hui, Astrid Pelletier. Oui, merci, bonjour à tous. Astrid Pelletier, je suis directrice générale d'Élan. C'est une filiale du groupe Bouygues qui fait du conseil en immobilier responsable. Merci. Pierre Darmé. Bonjour, Pierre Darmé, directeur marketing et développement commercial des Jardins de Galie, qui est une entreprise qui cultive la nature dans les villes. Sabine Brunel. Bonjour à tous, Sabine Brunel, directrice adjointe de l'Observatoire de l'immobilier durable, et je m'occupe plus spécifiquement des thématiques énergie-climat et également de notre programme européen. Merci Sabine. Et enfin Olivier Jarry. Olivier Jarry, donc directeur de la stratégie de développement du groupe Verticalcy, qui est un groupe de conseil immobilier, d'ingénierie, de management de projet et digital, qui intervient dans le bâtiment, l'environnement, la géotechnique. Petit groupe de 10 ans qui couvre un peu toutes ces spécialités. Voilà. Merci à tous les quatre. Et pour ma part, donc, ça a été dit, je suis Marine Girard, je suis responsable du développement des nouveaux programmes à l'IFPEB et en particulier en charge de développer un programme, un concours entre bâtiments sur la thématique du verdissement et de la renaturation dans l'objectif de massifier la prise en compte de la nature et de la biodiversité, comme en a parlé Christophe tout à l'heure. Alors, je vais m'asseoir. Pour commencer, je vais m'adresser à Pierre. On va rentrer dans le vif du sujet. Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est en fait un îlot de chaleur et pourquoi c'est important pour notre sujet et comment on prévoit que ça va évoluer dans les prochaines décennies? Alors, pour le faire très simplement, je ne suis pas expert du GIEC, mais on le vit actuellement, les épisodes climatiques extrêmes deviennent de plus en plus nombreux, sur des durées de plus en plus longues, leur fréquence augmente, et parmi ces phénomènes, il y a des canicules. Alors, on a parlé là de dômes de chaleur, de plumes de chaleur, il y a des mots nouveaux qui commencent à entrer dans le vocabulaire, notamment des journalistes, et c'est tant mieux. Il y a un phénomène qui est lié aux conformations urbaines, qui est l'îlot de chaleur urbain, qui est défini, je cite, comme des élévations localisées des températures, particulièrement des maximales en journée, température diurne, mais aussi la nuit. Pourquoi ? Parce que les matériaux, notamment les matériaux minéraux et puis le bitume, emmagasinent la chaleur la journée et la restituent la nuit. Ce qui fait aussi une des problématiques de ces îlots de chaleur en période de canicule, où la température nocturne ne descend pas en dessous de 20 degrés, c'est qu'elle est exacerbée par cette restitution de chaleur par les matériaux. Alors, quelles sont les perspectives ? C'est évident que ce phénomène ne peut aller que croissant compte tenu de la recrudescence des canicules. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Bon Pote et d'autres activistes ont relayé la sortie de piste, on va dire, d'un présentateur météo sur BFM qui a dit que son ton lisse et factuel habituel ne suffisait plus. Vous avez eu aussi beaucoup de publications sur les unes des journaux ou l'illustration par les différents médias des périodes de canicule où on voit toujours des gens en maillot de bain, des gens qui se délassent dans une pelouse, etc.
Et le présentateur de BFM, que je n'ai pas entendu directement, j'ai vu ses propos, a dit il faut quand même dire à tout le monde, aux citoyens, que la France va cramer encore cet été. Donc, c'était assez fort et c'était assez inhabituel. Donc ce qui est évident, c'est qu'on est dedans et on n'a pas fini de vivre des choses compliquées. Ce qui est important, si on veut aborder les solutions, et je pense qu'on y reviendra, Marine, après, c'est de ne pas considérer des solutions toutes faites. Et je vais être très bref là-dessus. Le gouvernement a annoncé un plan de 500 millions d'euros pour lutter contre les îlots de chaleur et renaturer les villes. Alors regardons les ordres de grandeur, c'est super, c'est plus que pour certaines mobilités douces, mais ça reste marginal par rapport à l'ampleur du sujet. Et aussi et surtout, on ne créera pas d'îlots de fraîcheur uniquement en végétalisant, et je le dis d'autant plus facilement que c'est mon métier et ma formation de base. Il nous faut du sol libre, il nous faut de l'eau qui circule, parce que c'est avant tout l'eau qui permet de rafraîchir. Et il faut aussi envisager la nature et la couleur des matériaux de revêtement de sol, ainsi que ce qu'on peut appeler la morphologie des bâtiments, pour notamment les effets de vent. On le voit à l'endroit où nous sommes aujourd'hui, il fait plus frais manifestement pour les gens qui nous accueillent qu'hier. On a une petite brise, et ça peut non pas se systématiser, mais ça peut se travailler aussi grâce à la morphologie. Donc oui, je ne dirais pas le contraire. La végétalisation, ce sacro-saint néologisme, en tout cas planter des arbres déjà en ville permet de rafraîchir, mais ça ne peut se faire que si c'est un outil qui est mobilisé avec les autres que j'ai cités. Merci Pierre. Et justement, pour parler d'un autre outil, puisqu'on est chez Celsius Énergie, Olivier, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que la géoénergie peut contribuer à diminuer ces effets d'îlots de chaleur ? Je rebondis sur ce qui a été dit. Bien entendu, comme dans tous les sujets qui nous animent ici, que ce soit la consommation de ressources, le changement climatique, les effets d'îlots de chaleur, c'est des éléments qui sont éminemment interconnectés les uns avec les autres. Là, on parle même que de technique, mais c'est aussi la mobilité, l'habitabilité des villes, l'immobilier, c'est pas un gros mot, le développement immobilier, les équations économiques de nos clients rentrent forcément en ligne de compte dans tout ce qu'on va venir intégrer dans ces grands domaines, et y compris dans l'îlot de chaleur. Dans l'îlot de chaleur, en l'occurrence, je rebondis encore une fois, c'est des sujets qui se modélisent, on en fait beaucoup, que ce soit dans des villes africaines à Cotonou ou bien à ici Cœur de Ville, en l'occurrence, pareil, il y a un projet qui a été cité tout à l'heure, et qui nécessite et qui demande une multicompétence de personnes qui d'habitude bossent en silo, chacun dans leur coin, et avec qui il faut reconnecter et réinterconnecter de manière bienveillante les échanges pour être efficace. Quand on va changer un revêtement de sol, un revêtement de façade ou une morphologie, il faut être capable de discuter hyper efficacement, de manière intelligente, avec un architecte, avec un économiste pour savoir est-ce que ça va coûter plus cher, pas plus cher, est-ce que ça a vraiment un impact ou pas, on le modélise, est-ce qu'il faut dédensifier la ville, impact sur l'intérêt ou pas de densifier les villes dans certains coins parce qu'il y a de la mobilité, est-ce que ça a un impact sur le bilan du promoteur aussi. Tout ça, forcément, est éminemment interconnecté. La géothermie en soi, effectivement, pour répondre très précisément à la question, ça aide aussi forcément, si on, notamment en effet d'îlot de chaleur, quand on prend 1 kWh de calories d'un immeuble, quand on est sur un système classique, il faut évacuer cette chaleur dehors, dans l'air, plus la chaleur du compresseur qu'on a utilisé pour venir extraire cette chaleur. Donc en fait, en général, c'est 25 à 30% en plus qu'il faut sortir. Et donc ça, c'est des sujets qui ont été modélisés notamment sur ici Cœur de Ville. C'était à peu près 0,5 degrés des îlots de chaleur, je vérifié hier soir, dans l'étude d'impact. En plus et en moins, sur les 40 000 m², si on faisait de la pure aérothermie par rapport à de la géothermie, comme ça a été fait sur ce projet-là. Merci beaucoup. Et justement, sur ce sujet de ne plus travailler en silo, de changer les manières de gérer, de penser et de construire, de développer les projets, on voit qu'il y a vraiment besoin de transversalité, d'intelligence collective. Alors, je me tourne vers toi, Astrid. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que vous abordez le sujet chez Elan ? Vous travaillez de manière très transversale. Voilà, nous donner un peu la vision, comment vous abordez les projets
en ce sens. Oui, c'est vrai que chez Elan, on est très sensible à tous ces enjeux de transition. Hein. C'est la raison d'être de l'entreprise que de travailler sur ces pratiques, de les bousculer pour les faire évoluer vers des pratiques plus compatibles avec les limites planétaires. C'est vrai que pour accélérer ces transitions qui sont urgentes, je ne reviens pas sur les mots d'introduction de Christophe, il y a vraiment besoin d'avoir quelques cliquets. Et effectivement, il y en a un alors, il y a plein de solutions techniques qui existent. Et puis il y en a un dont on a pas mal parlé dans les exemples, c'est la façon dont on s'organise pour aborder un projet. Tu viens de le redire aussi. C'est vrai que le fait d'avoir des équipes pluridisciplinaires en amont du projet permet effectivement d'anticiper, d'avoir une vision globale du projet sur tout son cycle de vie. Donc on le fait déjà avec des acteurs assez classiques. Là, aujourd'hui, sur les enjeux climat, les enjeux sol, toutes ces expertises nouvelles qui finalement n'étaient que peu adressées, il faut vraiment ouvrir effectivement ces bulles de réflexion autour du vivant, hein, aussi des écologues. On a parlé pas mal d'usages avec les architectes ce matin, des sociologues, etc., pour embraser les sujets. Et effectivement, on sait bien que ce sont des thématiques extrêmement complexes, que plusieurs cerveaux et de l'intelligence collective, et puis on a pas mal d'outils d'intelligence collective qui peuvent faire émerger des solutions vertueuses sur tout le cycle de vie. C'est le deuxième sujet aussi dans comment effectivement être plus efficace finalement pour accélérer. C'est cette vision globale, et je l'ai pas mal entendu ce matin, avoir toujours en tête que le projet... Aujourd'hui, l'industrie immobilière, elle est assez morcelée. Hein. Il y a effectivement beaucoup d'acteurs sur différentes phases, que ce soit la conception, l'exécution, la phase d'exploitation. Et ces acteurs, ils ont souvent des intérêts divergents. Et donc l'enjeu, c'est d'avoir cette big picture, la vision globale. Et pour des conseils, pour des investisseurs, des promoteurs, c'est aussi d'avoir cette capacité à driver et d'inventer des nouveaux modèles économiques. On a eu des exemples ce matin pour pouvoir... intégrer des solutions vertueuses qui ont forcément une plus-value financière, mais on sait qu'on s'y retrouve. Hein. On a parlé de ROI, mais le ROI, chez qui il arrive, et effectivement, il y a vraiment des modèles économiques intelligents et vers le vertueux qui peuvent être créés avec effectivement cette complicité d'acteurs engagés qui pourront développer les programmes. Voilà, après, je voulais parler aussi... d'un changement de regard aussi, on en reparlera certainement, mais dans nos projets immobiliers, c'est pas toujours le cas, mais c'est vraiment on a un focus bâtiment, et changer un peu de focale, intégrer le vivant, on disait l'humain et la biodiversité. Et du coup, ce qui est intéressant et très en amont aussi, c'est en amont identifier toute la valeur qu'on peut tirer finalement de cette intégration. Par exemple, on fait souvent, nous, des audits de biodiversité. Quand je vous entends, on fait aussi des audits d'îlots de chaleur urbain, mais on pourrait aussi faire intervenir des spécialistes de vos métiers de la géothermie pour faire des audits de réalisation, etc., qui soient effectivement systématiquement intégrés aux équipes projets. Je me dis, c'est pas possible, vu tout ce que j'entends ce matin, qu'on n'ait pas plus souvent recours à la géothermie, et ça peut faire partie des solutions de systématiser un peu le recours à ces personnes. Et puis, mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure avec Big, mais c'est vrai que le vivant, il est... effectivement, il faut limiter son impact dessus, mais c'est aussi, il faut le considérer par toute la valeur de ces services écosystémiques. Et effectivement, c'est énorme au niveau des îlots de chaleur urbains, ce que peut faire des sols perméables, ce que peut faire une végétation. Je ne reviens pas sur tous ces sujets, mais et effectivement, quand on arrive à valoriser ça avec des experts, je reviens sur la transversalité, on arrive aussi à faire rentrer des projets beaucoup plus vertueux. Et puis, cette notion de vision globale, c'est aussi d'avoir des nouveaux métiers. Alors c'est intéressant, ce matin, j'ai entendu les éco-opérateurs qui sont présents dans la ville pour suivre les projets, d'avoir toujours ce monitoring de ces solutions en amont, vérifier qu'en aval de la chaîne de valeur, elles ont du sens. Par exemple, sur les îlots de chaleur, on travaille en ce moment avec des intrapreneurs du groupe Bouygues qui ont monté qui sont partis de la conviction
que sur les îlots de chaleur, il fallait avoir un traitement spécifique. Et donc, ils agglomèrent toutes les solutions, ils les proposent, c'est une offre de service. Et là, ils sont en train de travailler sur toute la partie monitoring de ces solutions pour effectivement avoir toujours cette big picture, cette garantie globale que nos solutions elles sont vertueuses sur tout le cycle de vie du bâtiment. Merci beaucoup Astrid. Et pour rebondir sur ce même sujet de l'intelligence collective, vous avez commencé à évoquer le sujet de la valorisation et de Big. Alors je me tourne vers Sabine. Vous avez lancé le Big à l'OID et vers Pierre qui est parrain de l'initiative. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'initiative, qui elle réunit et de quoi s'agit-il ? Oui, merci. Je vous en dis 2 mots. Avant, je voudrais juste resituer une chose qui est que c'est très intéressant ce que tu as dit en intro, de l'occurrence des thématiques climat versus les thématiques biodiversité, alors qu'en fait, on sait que les crises qu'on a affrontées, elles sont vraiment doubles. Et je voulais aussi dire que de façon assez logique avec le marché de l'immobilier français, l'ADN historique de l'OID, c'était vraiment énergie-climat au départ. Et ça fait quelques années qu'on s'ouvre et qu'on essaie d'avoir une vision un peu plus 360 de ces sujets et qu'on a une thématique qu'on appelle chez nous territoire résilient et qui combine à la fois la thématique biodiversité et bâtiments et à la fois la thématique d'adaptation des bâtiments au changement climatique. Donc ça, c'était un petit peu pour vous situer. Voilà, c'est une thématique qui existe chez nous depuis 2019, qu'on travaille depuis 2019. Alors maintenant, pour parler de BIG, donc Biodiversity Impulsion Group, c'est effectivement une initiative qui a été concrétisée en novembre 2021, donc il y a un petit peu moins d'1 an, et qui a pour objet de rassembler des entreprises partenaires. Donc à ce jour, nous sommes, si je ne dis pas de bêtises, 19 entreprises partenaires autour de cette initiative pour réfléchir à la façon dont les enjeux biodiversité sont pensés, comptabilisés, quels indicateurs sont pertinents, quels outils peuvent être proposés au secteur. Et puis, tout ça se fait en lien effectivement avec des experts, des bureaux d'études, des chercheurs qui viennent appuyer la démarche, l'éclairer évidemment de leur domaine d'expertise et permettre à tout ça de s'irriguer, avec aussi l'importance des retours d'expérience et des bonnes pratiques, parce qu'il y a quand même un enjeu fondamental qui est sur à peu près tout ce qu'on a vu depuis ce matin, qui est vraiment le passage à l'échelle. On sait qu'il y a des solutions, Christophe le rappelait ce matin, il n'y a pas besoin de rupture technologique. En revanche, ce dont on a besoin massivement, et un petit peu sur toutes les thématiques, c'est le passage à l'échelle de tout ce qui est déjà proposé. Donc voilà, donc c'est un petit peu cet état d'esprit qui gouverne BIG, sachant que on a des partenaires qui aujourd'hui sont très impliqués dans l'initiative. Donc ce sont pour l'essentiel les entreprises de l'immobilier, mais pas seulement. On a aussi des entreprises qui influencent sur la ville, type SNCF ou RATP typiquement. L'objectif, c'est vraiment qu'ils nous aident à co-construire les livrables du programme, avec un volet notamment qui est attendu pour la fin de l'année, qui est Biodibat, qui sera un outil cartographique qui regarde quels indicateurs pertinents de biodiversité on peut proposer aux acteurs. Et je laisse la parole à Pierre. Beaucoup de choses ont été dites, c'est ce qu'on dit dans les tables rondes en général. Non, simplement, il y a beaucoup d'initiatives qui se multiplient et ça permettra probablement d'avoir dans les médias une coexistence et non pas une concurrence entre le corpus biodiversité et le corpus climat. Biodiversité, climat, pour moi, c'est le même combat. Le sujet du carbone, le sujet du mieux vivre, tous ces sujets sont concordants. BIG interpelle vraiment tous les acteurs, depuis les investisseurs, notamment quand on parle d'indicateurs. Il y a un sujet, c'est permettre à la fois au property manager dans son immeuble de pouvoir mesurer l'état de la biodiversité, mais aussi aux investisseurs de discriminer les actifs qui sont plus ou moins performants. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent, qui sont des outils de certification ou de labels. La perche a été tendue par Astrid, mais avec Olivier Lemoine, le chef du service biodiversité d'Élan, on a créé il y a une petite dizaine d'années maintenant le label Biodiversity. C'est plutôt des démarches d'excellence qui vont nécessiter un investissement significatif de la part des équipes. Et c'est super parce que ça permet d'aller très loin. Ce que nous dit Sabine, c'est qu'on a besoin de massifier. Et on a besoin que tout le monde puisse déterminer ce que tu évoquais, Marine, la valeur
intrinsèque d'un certain nombre d'immeubles et de leur proche environnement pour la biodiversité. Donc ça, Big va interpeller ce sujet-là dans la droite ligne de la fameuse taxonomie, et puis avec cet outil qui est le pendant de Batadapt, de pouvoir cartographier les bâtiments. Et puis il y a un troisième pôle dans Big, c'est celui de la formation, parce que les ingénieurs, quand il ne s'agit pas de diplômés de grandes écoles de commerce ou d'autres écoles généralistes dans les métiers de la construction et de l'immobilier, sont, et c'est un état de fait et absolument pas une critique, relativement peu formés au sujet du vivant. Donc il y a une nécessité d'embrasser tous les sujets pour pouvoir le faire, de les former. Et moi je lance cet appel à nouveau. Je pense que notre pays et le monde se porteraient mieux si nous avions des démarches volontaires comme le TOEIC, mais pour le climat, que ce soit quelque chose d'indispensable pour toutes les futures recrues des grandes entreprises, de satisfaire à un minimum de connaissances vérifiées, certifiées, indépendamment des cursus de formation classiques, comme l'est le TOEIC pour l'anglais, le Test of English as a Foreign Language, je crois que c'est ça. Non, ça c'était le TOEFL. Je suis la vieille génération. Bon, bref. En tous les cas, voilà, d'avoir ce socle commun minimal pour qu'on puisse massifier. Juste un point en 3 mots très rapides. Pour moi, il y a 3 mots-clés par rapport à ce qu'on dit. Il y a la notion d'échelle, la notion d'outil et enfin la notion d'ensemblier. Quand on parle de rafraîchissement et qu'on parle de gestion de l'eau, je vous invite à réécouter un peu de pub les émissions qu'on a enregistrées la semaine dernière à Jardin aux Tuileries sur Radio Imo et Radio Territoria. On parle du grand cycle de l'eau et du petit cycle de l'eau. Si on veut vraiment adapter les villes au changement du régime pluvieux qui sont quand même très très forts, on vit une sécheresse comme on n'en a pas vécu depuis longtemps, extrêmement intense. Et à côté de ça, on a eu des inondations dramatiques avec des décès, notamment à Rouen, malheureusement, il y a 3 semaines. On a besoin de considérer le grand cycle de l'eau. Donc ça, c'est de la planification à l'échelle des politiques publiques. Mais on a aussi besoin de travailler le petit cycle de l'eau, et notamment récupérer l'eau en pied de bâtiment pour pouvoir arroser sans aller chercher de l'eau du réseau, en la stockant temporairement, en faisant des jardins de pluie, les végétaux qui vont nous permettre d'étendre la domaine de la lutte végétale pour cette fameuse végétalisation qui nous procure tant de biens. Et bien là, on a une notion d'échelle. C'est la même pour la biodiversité. Les trames vertes et bleues, ça se considère à l'échelle du territoire. Néanmoins, un bâtiment a un impact sur son proche environnement et sur son quartier. Les outils, on les a cités, ils sont multiples et il ne faut pas qu'ils soient concurrents. Il faut adresser le bon outil pour le bon projet. C'est-à-dire que si on veut être exemplaire, on va chercher un label dédié à un sujet. Si on l'est un peu moins, on va chercher une certification généraliste. Et puis, on va se doter d'outils de massification. Je pense notamment au concours Cube. Et mon petit doigt me dit qu'il y a quelque chose qui est en préparation autour de Dame Nature, comme le dirait Laetitia. Et puis enfin, la notion d'ensemblier, ça c'est extrêmement important. Et je ne veux pas déflorer le propos d'Unisson, mais c'en est une des composantes clés. C'est que la multiplication des expertises et des spécialités, elle rend indispensable le fait d'assumer des partis pris. Le gros avantage que les appuis, les appels à projets urbains innovants ont eu, c'est de mettre côte à côte comme des exigences incontournables des sujets qui étaient traités parfois comme étant des étendards pour certains îlots bâtis, mais absolument pas dans leur ensemble. Donc on va parler autant de biodiversité urbaine que de bas carbone, etc., etc. Ça, c'est le gros avantage. Le désavantage, c'est que les architectes et les paysagistes concepteurs, qui avec les urbanistes sont les ensembliers, ce ne sont absolument pas des spécialistes, ont tendance à aligner des belles performances. Mais ce n'est pas en alignant des performances qu'on fait projet et qu'on rend la transition écologique désirable. Il faut du sensible là-dedans. Et Unisson, vous l'entendrez, c'est aussi en rapport avec ce sujet-là. Il faut faire confiance, après tous les dires des experts, l'écologue, le thermicien, le spécialiste du bas carbone, à ces ensembliers que sont les architectes qui nous proposent un chemin imparfait par essence, mais cette imperfection, c'est ce qui fait qu'on va vibrer et qu'on va pouvoir engager vraiment la transition écologique. Je retiens cette idée du TOEIC pour le climat et la biodiversité. C'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment du manque de formation et de l'envie des gens de se former. Et il y a vraiment une complémentarité entre à la fois se former pour produire des nouvelles manières de faire, mais tout en pensant aussi à l'usager final, on le disait tout à l'heure, il y a aussi des clients, et travailler sur ce levier de désirabilité
désirabilité de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes d'habiter ou d'utiliser les bâtiments, c'est absolument essentiel. Alors pour continuer sur ce sujet de besoin de mutualisation, on a parlé de la mutualisation des savoir-faire, des compétences. Je voudrais revenir sur un sujet qui a été évoqué tout à l'heure, qui est celui de la mutualisation des ressources dans le cadre du développement des projets en géoénergie. Olivier, on a parlé dans la préparation de cette table ronde des sujets de mutualisation des ressources dans le développement de ces projets de géoénergie. J'ai évoqué particulièrement le sujet de la rénovation, puisqu'on sait qu'il faut plus artificialiser les sols. Alors il y a l'artificialisation, et puis de manière générale, même jusqu'à présent, le taux de renouvellement du parc immobilier, c'est maximum 1% par an. Donc on ne va pas aller très vite si on attend des rénaux lourdes ou des démolitions reconstructions qu'on va oublier de faire maintenant. On va quand même arrêter de faire n'importe quoi à tout raser à chaque fois et essayer de penser qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc effectivement, on a abordé ça via le langue de la géoénergie, de la mutualisation, parce que c'est une solution comme une autre finalement, qui est certes hyper performante, mais qui ne s'applique pas partout. Hein. Anne, tout à l'heure, a parlé de son sujet de bourse. Je ne sais pas si elle est là, Anne. Bon, bref, son sujet de bourse, il y a trop de flotte dans les sous-sols pour forer, ça risque de faire gicler tout partout. Et donc, ça marche moyen. Et c'est vrai que dans des univers urbains où les terrains sont assez morcelés, les fonciers sont de plus en plus compliqués, les grosses opérations, comme on a pu voir Nanterre Cœur Université, ici Cœur de Ville, sont de plus en plus compliqués à monter, à la fois d'un point de vue foncier, d'un point de vue financier, d'un point de vue portage de risque. C'est de plus en plus complexe. On a envie de se dire comment on ne peut pas massifier point par point, mais on se heurte à la taille des parcelles. J'ai discuté, c'est une des premières questions que j'ai posées quand on m'a présenté la solution, c'est est-ce que vous avez réfléchi chez Celsius à un rapport surface de terrain, surface de bâti minimum, qui fait que votre solution à la grosse, elle sera bonne ou elle sera faisable ou pas faisable. On voit qu'il y a plein d'endroits où en plus, comment il faut qu'on densifie un peu les villes autour des zones de transport et des points de mobilité, qu'il y a des moments où ça va peut-être être difficile d'être faisable. Donc se pose la question de mutualiser les installations par des réseaux à l'échelle urbaine. Et donc vient la question du coup forcément du partage de la ressource, de qui utilise l'eau, qui utilise les sols. On voit par exemple à Lyon où ça a été un territoire où historiquement la géothermie s'est développée super vite autour du secteur de la Pardieu parce que la nappe était super accessible, c'était pas cher, le capex était faible, le retour sur investissement pour le coup là ça marchait très bien très vite. Et ben maintenant on arrête, tous les projets autour sont alors à minima soumis à l'étude d'impact pour vérifier que la nappe ne monte pas trop pendant l'été, mais derrière il y a un moment où il y a des limites, comme pour tout il y a des limites physiques. Donc on a évoqué ensemble ce sujet-là. On voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs et heureusement qui viennent se poser des questions à l'échelle plus globale. Je reviens sur les Cœur de Ville qui partagent du coup le bénéfice de son installation à d'autres programmes. C'est super bien, mais on voit bien que ça ne va pas se gérer qu'à l'échelle du bâtiment. Si on attend ça, on ne va pas y arriver. Voilà. Donc il y a des zones géographiques où il y a déjà des réseaux, on peut juste modifier le mode de production, d'autres où il va falloir inventer des nouveaux systèmes et de nouveaux modèles économiques, comme tu le disais, pour aller mutualiser tout ça et pouvoir massifier. Et on ne peut pas attendre, c'est aussi un secteur sur lequel il faut aller vite. Merci beaucoup Olivier et on reviendra effectivement sur ces nouveaux modèles économiques à inventer. Avant ça, je pense que tout ce qu'on dit là, ça montre qu'il faut vraiment se projeter dans un nouveau monde. Et ça implique d'avoir des outils pour pouvoir anticiper, pour pouvoir construire une vraie stratégie de résilience, d'adaptation à l'échelle non pas seulement de son bâtiment, mais aussi du quartier, voire de la ville. Et donc, pour ça, je vais passer la parole à Sabine, qui va nous parler d'un outil que développe l'OID, BAT-ADAPT, avec des cartographies très utiles pour aider les acteurs de l'immobilier à se projeter dans le futur. Voilà, alors je vous ai mis des visuels, c'est très simple, mais c'est vrai que parler de cartographie sans avoir une carte, ça me paraissait un petit peu contre-intuitif. Donc simplement, BAT-ADAPT, c'est vraiment un outil qui a été co-conçu avec les acteurs du secteur immobilier et en prenant en compte leurs besoins, j'allais dire, de gestionnaires, de bailleurs, les données qui leur étaient facilement accessibles, comment ils pourraient alimenter petit à petit les différents critères de résilience qui avaient été intégrés.
Et en croisant ça avec des bases de données, on va dire, soit publiques, soit d'instituts de recherche, sur un certain nombre d'aléas climatiques. Et cet outil, donc les aléas climatiques, il y en a par exemple, ça doit être vague de chaleur, puisque c'est l'un des sujets du moment. Et on peut avoir le retrait-gonflement des argiles, la submersion marine, ce genre d'aléas. Et puis, on a, quand c'est possible, une vision vraiment prospective dynamique, c'est-à-dire qu'on peut positionner la carte à 2050 comme à 2100, soit pour se faire peur, soit pour se donner les moyens d'anticiper. Alors, ça aboutit, donc là pareil, je vous ai mis un tout petit récap, pas pour que vous voyez dans les détails, mais pour que vous visualisiez le type de rendu qu'on a. C'est-à-dire qu'on finit par un petit diagnostic de résilience ou vulnérabilité, les deux faces d'une même pièce du bâtiment, avec un certain nombre de critères qui sont mis en avant. Et puis, là, on a fait un système assez basique de feu vert, orange ou rouge, pour que chacun puisse situer les zones de fragilité de ces bâtiments. Une fois qu'on a ça, ce que ça permet aux acteurs, c'est déjà bâtiment par bâtiment de pouvoir du coup savoir si, d'avoir des équipements techniques sensibles en sous-sol, c'est peut-être pas la bonne idée dans ce bâtiment à sa localisation, ou de savoir qu'il va être très soumis à des retraits-gonflements des argiles dans le futur et que c'est des choses qu'il faut anticiper. Donc ça, c'est un certain nombre de choses qu'ils peuvent avoir comme rendu. Mais ce que ça leur permet aussi, c'est de pouvoir avoir une vision parc, c'est-à-dire de pouvoir se dire finalement, et c'est ce qui a été dit par Olivier, l'enjeu de la rénovation du parc existant, elle est en fait fondamentale. Sans ça, on n'y arrive pas. Or, on ne peut pas lancer des travaux sur tout le parc en même temps. Donc, l'enjeu de cet outil, c'est aussi de pouvoir aider les acteurs à hiérarchiser et à prioriser leurs actions pour pouvoir les échelonner dans le temps et établir une stratégie d'amélioration de la résilience de leur parc qui soit, actionnable. L'idée, c'est vraiment d'aider le passage à l'action. Alors, cet outil existe depuis plus de 2 ans maintenant, dans ses premières versions, et à l'OID, on l'a toujours conçu de façon assez pragmatique. On l'ouvrait avec les bases de données, les aléas qu'on avait, et puis on enrichit les versions ultérieures une fois que d'autres bases de données, d'autres aléas sont disponibles. Et là, on travaille d'arrache-pied, donc le 30 juin prochain, cet outil sera intégré à cette plateforme, donc rare, pour Resilience for Real Estate, une plateforme qui sera à l'échelle européenne et sur laquelle on va, pareil, ouvrir des aléas complémentaires au fur et à mesure de la mise en disponibilité des bases de données. Et tout ce travail, pareil, il s'appuie sur une co-construction avec les acteurs pour pouvoir embarquer leurs besoins spécifiques et faciliter encore une fois pour eux derrière la mise en action opérationnelle qui en découle. Merci Sabine, et effectivement c'est très important de pouvoir hiérarchiser, on ne peut pas tout faire en même temps et parfois on peut se sentir un peu bloqué quand on a l'impression qu'il faut tout faire avant 2030 et donc en cela l'outil est vraiment un super accompagnement à l'action. Et pour finir sur ce besoin de projection dans un nouveau monde, il y a un sujet qui revient souvent, c'est celui de la difficulté de concilier tout ça avec de nouveaux modèles économiques qui soient aussi rentables. Et on comprend, enfin en tout cas je comprends de tous ces échanges qu'on a depuis ce matin qu'il faut absolument construire ces nouveaux modèles économique, mais aussi de gouvernance. Alors, je me tourne vers toi, Astrid. Chez Elan, vous faites partie de la Convention des entreprises pour le climat. Et dans ce cadre, vous avez pu travailler sur notamment la notion d'économie régénérative. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces travaux et nous donner de l'espoir sur ce sujet ? En 3 minutes, merci. Non, déjà, oui, la Convention des entreprises pour le climat, je voulais juste faire un petit zoom sur ce que c'est. En fait, c'est issu de la Convention citoyenne, la conviction des fondateurs, et notamment Éric Duverger, que c'est aux entreprises de prendre le relais, effectivement, qui ont les moyens et la capacité de démultiplier les actions en faveur des transitions, avec une raison d'être que j'adore, qui est de rendre irrésistible la bascule de l'économie extractive vers l'économie régénérative. Juste pour vous donner quelques idées, tu peux peut-être montrer un ou deux slides. Donc moi, je suis une des 150 dirigeants, enfin on est 2 par entreprise. Vous voyez, ça représente quand même de manière significative 350 000 collaborateurs, 75 milliards de chiffre d'affaires.
toutes les régions sont représentées et toutes les tailles et les secteurs d'entreprise. Donc c'est vrai que c'est un panel intéressant pour travailler. Bon, voilà, j'avais mis quelques exemples, et notamment du secteur du logement, transport, consommation. Il y a effectivement tous les secteurs qui sont représentés. Qu'est-ce que c'est cette convention? C'est 6 sessions de 2 jours, donc 12 jours où on est en présentiel ensemble. Donc c'est des formations, formations-actions, beaucoup de travail collectif. On a beaucoup parlé de collectif ce matin et je crois que c'est un des enjeux de la transition, de travail entre pairs et de réflexion forte sur nos modèles économiques et nos modèles de business tout simplement. On a notamment eu la session, la première, là, ces 2 jours, donc c'était pas un TOEIC, mais c'était 20 heures de formation sur les enjeux, alors pas que climat, biodiversité, ressources et pollution, etc. Accompagné de la projection des dirigeants pour se dire comment j'appréhende ça et comment je l'embarque pour faire quelque chose. Et donc, c'est une expérience hyper stimulante parce que les 150 entreprises sont toujours là. On finit en juillet et ont toutes basculé sur l'envie d'eux, alors évidemment, et sur cette feuille de route qu'on va... donc un des livrables, le 1er juillet, ce sera de diffuser, rendre public les 150 feuilles de route de ces entreprises. Alors, ouais, pour revenir à ces modèles régénératifs, en fait, ça va être court d'expliquer, mais du coup, j'ai mis ce petit escalier, en fait, qui était finalement cette évolution de modèle. On parle d'un business as usual, avec économie plutôt linéaire, impact négatif, on respecte la loi. On gravite une marche pour une économie responsable et des entreprises responsables. Et là, on intègre la RSE, mais qui est plutôt à côté du CODIR et avec des moyens limités. À la convention, on appelle ça la RSE à la papa. C'est le mot qualifié. Voilà. Après, c'est l'entreprise contributive, chère à Fabrice Bonifay, où là, on a cette vision de performance globale. La RSE est embarquée dans le COMEX, elle pèse dans les directions de l'entreprise. On va bien au-delà des obligations légales. Et après, l'entreprise régénérative, elle a vraiment cette vocation à être net positive, donc réparer finalement, restaurer les conditions du vivant avec des stratégies qui sont branchées sur le vivant et les impacts qu'elles peuvent générer. Voilà, donc nos 150 entreprises travaillent sur ces modèles régénératifs. Effectivement, tu m'avais demandé sur l'immobilier, qu'est-ce que c'est finalement l'économie régénérative. Donc on a pas mal de recherches sur ces sujets. D'ailleurs, on a créé un concept, on travaille sur un concept bâtiment hybride à économie positive qui est labellisé par Solar Impulse. Et je voulais vous parler d'une méthode qu'on travaille avec le CBIOS, qui est le centre de biomimétisme européen, présidé par Kalina Raskin, qui est très très inspirant parce que nous apporte beaucoup d'innovation du vivant qui effectivement innove depuis 5 milliards d'années. Et effectivement, on a eu ces réflexions de dire comment on peut faire du biomimétisme associé au bâtiment. Comment on fait que un bâtiment, quand il s'installe dans son territoire, c'est comme un arbre qui s'installe dans une forêt. Ok, il vient piquer des ressources pour grandir, mais après il en redistribue assez pairs ou assez voisins. Donc du coup, je vais peut-être rentrer dans le détail, j'ai mon timekeeper qui me presse. Alors, sur le slide d'avant, on voit la matrice des services écosystémiques, si tu peux revenir le slide juste avant, avec tous les services d'approvisionnement, les services culturels de soutien et de régulation. Évidemment, dans la régulation, on a la régulation sur le climat, sur l'eau, sur tous ces sujets dont on a parlé ce matin. On est parti de là, et tu peux peut-être montrer l'exemple, pour qualifier un projet en se disant comment on fait. Finalement, moi, je veux que mon bâtiment il génère des impacts positifs, qu'il soit régénératif, et du coup, d'où je pars. Donc, c'est le petit, je ne sais pas si vous voyez très bien de loin, mais on fait un audit du site en disant, voilà, sur mes différents services écosystémiques, quelle est la valorisation, l'impact. Et du coup, ça me donne et quel est l'environnement de mon site, effectivement, et comment je fais pour travailler, on est toujours pareil, très en amont du projet, et avec qui je travaille, pour pousser l'impact positif sur les différents sujets qui s'adaptent au terrain. Et ça donne effectivement la matrice verte foncée. Et là, en l'occurrence, on avait travaillé énormément sur les boucles d'eau, sur la thermique. On avait de la géothermie. Donc, c'est aussi ce genre de réflexion un peu globale qui peuvent embarquer des sujets
en les valorisant par cet impact positif. Après, le rêve, et vous êtes plusieurs à travailler là-dessus, et c'est de le valoriser, cet impact positif. C'est de dire à un moment donné, OK, la géothermie, il y a les crédits carbone, et puis il y a la valeur aussi de minimiser l'impact sur la biodiversité, l'évitement d'impact biodiversité. Enfin, en tout cas, on est vraiment en train de travailler, on est nombreux à se dire, si on avait de la financiarisation de tout ça, ça nous aiderait à faire passer des solutions plus vertueuses. Voilà, je ne sais pas si c'était court pour résumer le bâtiment régénératif. Merci. Extrêmement intéressant, ça me donne de l'espoir, cette économie régénérative. Pour conclure, est-ce que chacun, en 1 minute, vous pouvez faire une petite conclusion de l'action que vous considérez comme prioritaire pour accélérer le mouvement, même si c'est dans vos rêves les plus fous? J'ai Olivier Lemoine qui est écologue chez moi et qui me dit souvent « Astrid, on ne peut pas bien s'occuper de ce qu'on ne connaît pas ». Et il a raison, et il le dit à tous mes jeunes chez moi. Et puis, vous parlez de ce manifeste. Alors, c'était pas le TOEIC, mais c'était, j'espère que vous l'avez vu passer, 20 heures pour changer les règles du jeu. Donc, il y a la Convention des entreprises et donc tous les dirigeants. Mais il y a 72 000 personnes qui l'ont signé. Et l'idée, c'est que tous les dirigeants d'entreprises privées, de collectivités, qui sont aux manettes de quelque chose, ils aient ces 20 heures et on considère que c'est 20 heures qu'il faut. Alors j'étais un peu dingue parce que j'ai entendu hier que le GIEC allait passer 20 minutes avec nos futurs députés et je me suis dit... Député, c'est après. Et je suis députée en fait. Et je me suis dit, c'est un bon début. Mais en tout cas, voilà, donc signer ce manifeste et je pense que c'est un vrai... Il faut qu'on parle beaucoup de tête, cœur, corps. Et je pense que voilà, il faut à un moment donné que ça touche tout pour qu'on passe à l'action et qu'on ait envie de changer la donne. Je répondrai pas sur les rêves les plus fous, c'est pas le lieu. Mais non, plus sérieusement, l'analyse multicritère est très importante. Et ce qui est important de comprendre, c'est que parfois il y a des injonctions contraires et qu'il faut faire des compromis. Sur les modèles économiques, il y a des solutions qui sont très innovantes, qui sont coûteuses et il faut pouvoir les financer. Il y a aussi des solutions frugales. L'Agence régionale pour la biodiversité en Île-de-France a montré qu'une noue paysagère pour gérer l'infiltration des eaux par rapport à des infrastructures grises de tuyaux et de tout classique VRD est entre 3 et 10 fois moins cher. Donc l'argent qu'on gagne d'un côté, on peut le remettre de l'autre. Je voulais juste vous dire 2 petites choses, 2 petites références. Pour la RSE à la papa, pour prendre un peu de distance par rapport à nos métiers, je vous invite à voir le dernier sketch de Karim Duval, Les guerrieros de la RSE. Voilà. Ça permettra de prendre un tout petit peu de distance. Allez voir ça, Karim Duval. Ça ne doit pas être un alibi, mais ça peut nous faire réfléchir sur ce à quoi on contribue ou ce qu'on régénère chaque jour. Et puis enfin, un point qui est important quand on parle de vivant, mais je pense que c'est la même chose qui est observée notamment dans le Cube Énergie, c'est la maintenance. Uzbek Erika, je cite cette référence tout le temps depuis janvier, a consacré son numéro à de nouvelles formes d'innovation en disant que pendant des années, on a invisibilisé les métiers de la maintenance. Ce sont des femmes et des hommes, ce sont des emplois dont on a beaucoup besoin, des emplois durables. Et sans eux, on n'a pas de propreté, on n'a pas de gestion technique des bâtiments et on n'a pas de vie de la biodiversité. Alors je vais paraphraser ce que disait Feu Chatterton dans sa chanson « Monde nouveau ». Voilà, un monde nouveau, on en rêvait tous, mais que savions-nous faire de nos mains ? Et donc le sujet dans le financement, on peut avoir des solutions frugales, il faut penser le financement de l'exploitation. Et pour moi, des indicateurs, on commence à en avoir. Et maintenant, pour avoir des contrats qui soient véritablement vertueux, il faut qu'ils soient sur du temps long, avec une mesure de ces indicateurs et une juste rémunération de l'exploitation qui peut être financée, pourquoi pas, par un investissement plus frugal. Voilà. Alors, je vais repartir un petit peu dans le moins concret, encore que... Mais je trouve qu'un des pans les plus importants, c'est la valorisation immobilière de ce qu'on fait et un lien entre ces bénéfices et des valeurs d'expertise, notamment je pense à tous les profils bailleurs propriétaires pour qui la valeur de l'immeuble est vraiment une donnée de sortie qui est fondamentale. Si on arrivait à faire une bascule dans la prise en compte de tous ces éléments et dispositifs positifs, de sorte que ça se reflète dans la valeur, ça pourrait, à mon sens, générer une bascule beaucoup plus rapide et fluide du secteur. Merci Sabine, et le mot de la fin. Super, moi je ne savais pas quoi dire, mais vous m'avez donné plein de matière. Et ça me fait penser à une initiative, je ne sais pas si vous avez un peu suivi les évolutions de la révision du PLU de Paris.
qui est hyper instructive et intéressante par rapport à tout ce qui vient d'être dit par tous les trois. Bâtiments régénératifs, valorisation immobilière, notamment prise en compte de la maintenance, l'ambition que je trouve hyper poussée, qui va être hyper complexe malheureusement à mettre en place, je pense, pour plein de leviers juridiques, les permis, l'opposabilité juridique de l'obtention d'un permis. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de dire, on va pouvoir c'est d'évaluer les permis de construire sur tous les impacts que tu as montrés là, de pouvoir avoir un rating et de le valoriser par de la constructibilité ou pas. Et ça, c'est un super levier de valorisation derrière pour aller pousser à sortir le bâtiment de son environnement, le considérer dans la ville, ses externalités positives, ses externalités négatives, et de valoriser ceux qui vont plus loin, ceux qui acceptent de servir la ville par un commerce qui rapporte rien, mais qui sert à la collectivité. Par exemple, c'est un exemple comme un autre pour parler juste de programme et pas de technique, mais c'est aussi par rapport à ses consos, à son niveau de réemploi, bref, tout ce qu'on imagine. Et si j'ai bien un souhait, c'est qu'ils arrivent à objectiver tout ça pour que ce soit pas opposable, enfin que ce soit pas opposable par des tiers et que ça devienne opposable à des tiers pour qu'il n'y ait pas de discussion et que ça devienne une manière de valoriser les projets et demain les patrimoines existants pour qu'enfin on arrive à un truc où on va tous dans le même sens et on sait après faire les arbitrages qu'il faut parce que c'est des compromis. Marine, je voudrais justement par rapport à tout ce qu'on a dit, voir quels sont les effets psychologiques de réflexes entre nous, de culture, quels sont les leviers pour qu'on bascule encore plus rapidement. Je pense que tu as un petit programme intéressant et qui pourrait intéresser certains nombres de participants pour lundi soir à la Sorbonne, où on allons chercher les grands esprits là-haut pour qu'ils nous aident sur Terre. Merci Laetitia. Je parlais de désirabilité, c'est pas au hasard, c'est un sujet qui m'occupe beaucoup parce qu'on développe en parallèle de tout ce qu'on fait à l'IFPEB, on a remarqué que en fait, généralement, comme le disait Christophe tout à l'heure, les solutions techniques et technologiques, elles sont là. Mais les facteurs bloquants sont souvent des facteurs organisationnels, psychologiques, sociologiques, des questions de normes sociales, des questions de qu'est-ce qui fait que j'ai réussi ma vie, ma carrière, et tout ça, c'est encore des choses qui bloquent beaucoup dans cette transition environnementale. Et donc on lance un programme, un grand programme de sciences humaines, sociales et comportementales sur la désirabilité de la transition. L'idée, c'est d'essayer de comprendre tous les leviers d'intéressement qui vont permettre de faire passer des individus en tant qu'individus dans leur vie personnelle, mais aussi en tant que salariés. Donc c'est les décisions qu'ils prennent, c'est les formations qu'ils ont dans leurs fonctions. Voilà, c'est oser prendre d'autres types de décisions. Et donc il faut que les salariés à tous les niveaux de l'entreprise soient encouragés, formés et convaincus qu'ils peuvent prendre ce genre de décisions. Et qu'on soit aussi convaincus que nos clients, ils ont cette même envie que nous et que donc on a tout intérêt à opérer ce virage. Donc c'est un sujet qui est large, qui est compliqué, mais c'est absolument passionnant. Et en fait, on est persuadé qu'il faut apprendre à parler d'écologie, de transition autrement. C'est pas juste des choses en moins. C'est pas juste des choses en moins aujourd'hui. C'est aussi comment est-ce qu'on va vivre demain. Et donc il y a plein de choses positives à aller chercher dans ces nouveaux modèles. Et voilà, c'est hyper important. On entend, il y a des gens qui veulent plus faire d'enfants. C'est un peu inquiétant. Et en fait, il y a plein de trucs positifs à aller trouver. Et nous, on va aller chercher ces leviers de désirabilité parce qu'il y en a plein. Et on a entendu plein de solutions aujourd'hui. Et vous êtes tous acteurs de cette transformation. Et donc, vous participez à calmer mon éco-anxiété, donc merci. Ah oui, alors la conférence de lancement aura lieu à la Sorbonne, sur le site Panthéon Parien. C'est à 18h30, lundi, et elle sera introduite par le philosophe Dominique Bourg. Voilà.